Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'avais ouvert un compte Insta il y a quelques jours, avec du contenu exclusif, des critiques à chaud, des conseils ciné. Le lien est en description, n'hésitez pas à jeter un œil. On va parler de Star Wars. Le cinéma regorge de projets avortés, des projets parfois bien avancés et qui ont été annulés pour des raisons artistiques ou budgétaires, des projets qui ont peu à peu évolué, ont pris d'autres directions jusqu'à parfois devenir complètement autre chose. Du Dune de Ridley Scott au Interstellar de Steven Spielberg, en passant par la Catwoman de Tim Burton ou même le Justice League de George Miller, on est quand même sur des gros morceaux quand même, on est quand même sur des films au potentiel énorme qui n'ont finalement jamais vu le jour et qui sont allés dans les mains d'autres cinéastes avec un rendu qui est quand même bien différent du projet de base. Mais aujourd'hui, on va encore passer à une autre étape parce que le film dont je vais vous parler aujourd'hui aurait pu radicalement changer la face d'Hollywood. Bien avant que Disney ne rentre dans la danse et ne fasse de Star Wars son nouveau jouet déclinable à l'infini dans 1000 séries télé à la qualité quand même souvent assez moyenne, je reste très mesuré quand je dis ça, il faut savoir que George Lucas pensait Star Wars comme étant en fait une succession de 3 trilogies et que presque 40 ans avant que Disney ne rentre dans la danse, il avait déjà pensé le développement de Star Wars 7, 8 et 9. If Skywalker returns, the new Jedi will rise. Et en fait, George Lucas, il avait 1000 idées pour cette trilogie, des idées qu'il évoquait déjà dans les années 80 et mais clairement à multiples reprises avec pas mal de détails. Et on va en parler parce que vous allez voir, les idées de développement qu'il avait sont quand même assez différentes de ce que Disney a décidé de faire, sachant que Disney devait à la base se servir des idées de George Lucas, mais finalement, pareil, on va en reparler, l'a très vite complètement mis de côté et est parti dans une toute autre direction en abandonnant à peu près toutes ses idées, au point de pousser le cinéaste à abandonner son rôle de consultant et à abandonner globalement même sa saga, quoi. Mais bon, bref, on va revenir en 1980. La promotion du 5e volet de Star Wars, l'Empire contre-attaque, bat son plein pour tenter de reproduire l'énorme succès public, critique et commercial du premier volet. Bon alors, ce sera le cas, je veux dire Star Wars 5, ce sera sans surprise le plus gros succès de son année, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que Lucasfilm va publier pour annoncer la mise en route du 6e volet qui sera donc la conclusion de cette trilogie. Maintenant que l'Empire contre-attaque est terminé, Lucasfilm travaille sur le 3e film de la saga Star Wars intitulé Le Retour du Jedi. Ce film sera la fin de la première trilogie des 9 films Star Wars. Ensuite, nous filmerons la trilogie préquelle, puis la trilogie de conclusion. Au vu des délais de production, nous pouvons espérer voir le 9e film durant le printemps 2001. Donc vous voyez, c'est quand même... vraiment, c'est extrêmement clair. Et je veux dire, s'il y avait besoin de préciser encore tout ça, George Lucas nous balance dans un making-of en 1980. Il y a 9 films dans une saga de 3 trilogies. Il se passe environ 1 ou 2 ans entre chaque histoire de la trilogie et environ 20 ans entre les trilogies en elles-mêmes. Donc la saga entière va couvrir à peu près 50 ans et moi j'ai déjà des traitements pour les 9 films. Ok, super tonton, mais du coup de quoi nous parle cette nouvelle trilogie pensée par George Lucas 40 ans avant que J.J. Abrams rentre dans le game. Vous allez voir, c'est quand même assez différent. Le film va se passer une vingtaine d'années après l'épisode 6 et le triomphe du camp du bien sur l'empereur, et on est en pleine reconstruction de la République. Et première chose qui est très claire pour George Lucas, ce sera dans toute cette trilogie la présence de R2-D2 et C3PO. En fait, il veut que ces robots traversent l'entièreté de la saga Star Wars et racontent l'histoire à travers leur point de vue. C'est-à-dire que la trilogie 1, 2, 3 et 7, 8, 9 doivent être racontées dans sa tête avec le point de vue des 2 robots. Et ça reprend clairement l'idée d'un film qu'adore George Lucas et qui a largement inspiré son Star Wars, j'ai nommé La Forteresse Cachée, qui est une merveille réalisée par Akira Kurosawa, l'un des plus grands cinéastes du monde, juste ça, et clairement la grande référence de George Lucas. Dans lequel on suit un groupe formé par un général, 2 paysans comiques et une princesse, vous me dites si ça vous rappelle un truc, et tout ce petit groupe se retrouve plongé dans une guerre civile. Et toute l'histoire est en quelque sorte vécue par le point de vue de ces 2 paysans comiques, qui sont, de l'aveu même de George Lucas, à l'origine de R2-D2 et C3PO. Parce qu'effectivement, les 2 robots ont la même fonction que les paysans de ce film, une fonction comique au milieu de la tragédie et de l'histoire de cette princesse déchue en résistance qui est escortée par des héros au cœur pur.
Bon bref, ça c'est une petite aparté, parce que ça fait toujours plaisir de parler de Kurosawa, hein, finalement. Mais retournons à George Lucas, qui continue un petit peu à se chercher et à réfléchir à sa trilogie de conclusion. C'est-à-dire que le mec, il a déjà des idées, il a un contexte, il a un semblant d'histoire. Où est-ce que ça nous amène? Et bien en fait, il va communiquer dessus et en 1983, il nous annonce que Luke, Leia et Han Solo seront de retour. Luke serait un chevalier Jedi d'une soixantaine d'années. Leia et Han Solo seraient encore ensemble, ça veut dire qu'ils formeraient toujours ce couple. Et Mark Hamill, Harrison Ford et Carrie Fisher doivent reprendre leur rôle. Ce qui implique un tournage plutôt ancré en 2010-2015 que en 2001, parce qu'il faut qu'il soit assez vieux. Je veux dire, Mark Hamill, 60 ans, on est plutôt sur 2010, quoi. Et, chose très importante, et ça on va en parler ensuite, on va y revenir, pareil, mais ce seraient clairement pas les personnages principaux. Ils serviront de contexte, ce sera des éléments qui rajouteront à la crédibilité de l'univers, ce sera clairement pas leur histoire, et ils ne seront clairement pas les personnages principaux. Et donc on est sur un découpage plutôt clair. En fait, selon George Lucas, Star Wars 4, 5, 6 parle d'accomplir sa destinée, de devenir un héros, de se dépasser dans un récit très classique finalement et très manichéen. Star Wars 1, 2, 3 doit être une trilogie sociale et politique, et on le verra bien, je veux dire, ce sera complètement le cas. On parle de Sénat, on parle de trahison, on parle d'empereur. Et pour le 7, 8, 9, il veut s'attarder sur l'héritage des Jedi, en envisageant aussi qu'en fait, les Jedi ne soit plus forcément l'incarnation du bien absolu et que la force soit bien moins manichéenne qu'elle ne l'est dans les 4, 5, 6. En fait, il veut brouiller les pistes et dépasser le côté très manichéen qui caractérisait son œuvre. C'est aussi pour ça qu'il souhaitait mettre en scène les Whills. Les Whills, c'est un ordre religieux d'érudits et de moines guerriers qui dédient leur vie à l'étude de la force sous toutes ses formes, et une étude de la force qui est beaucoup plus complexe que celle un petit peu bateau qui est transmise entre les Sith et les Jedi. Les Whills sont beaucoup plus nuancés, bien moins manichéens, et ils avaient une place très très importante dans l'esprit de George Lucas. You should not have brought her before us. Donc tout ça, c'est les intentions de George Lucas, super, et c'est encore le cas jusqu'en 1999. Sauf que, il y a un film qui va tout changer. Star Wars 1, La menace fantôme, sort sur les écrans juste avant les années 2000 et ambitionne de faire d'Anakin le personnage principal de tout Star Wars et d'être une trilogie qui va aller jusqu'à faire changer la vision du spectateur sur Dark Vador. En fait, George Lucas a changé d'avis et il veut que du 1 au 6, l'histoire soit celle de la tragédie de Dark Vador en 6 épisodes qui nous racontent juste, en fait, Star Wars nous raconte juste comment le jeune Anakin Skywalker est devenu mauvais et comment il a été racheté par son fils Luke Skywalker. Et ça, en fait, c'est la seule chose qui intéresse George Lucas et c'est, selon lui, finalement, le vrai récit et l'histoire de Star Wars. Il n'y a plus rien à côté. À partir de là, faire une suite au 6, ce serait quand même un petit peu contradictoire. Dark Vador, à la fin du 6, son histoire elle est close, et George Lucas va préférer laisser d'autres artistes développer un univers étendu dans les comics, dans les BD, tout en se disant que lui, en tout cas, il a fini son récit au cinéma. Pendant 10 ans, les amis, en interview, il va répéter en boucle qu'en fait, Star Wars 7, 8, 9, ça dégage, ça n'existera pas. Il ira jusqu'à dire qu'il a laissé des instructions pour qu'il n'y ait plus jamais d'autres films Star Wars. Vraiment, le 7, 8, 9 qu'il a tellement vendu dans les années 80-90 n'existe absolument plus après son expérience, donc on le sait, qui a été un petit peu difficile aussi, de filmer Star Wars 1, 2, 3. Je veux dire, les amis, durant la promo de Star Wars 3, il va quand même nous balancer ça, quoi. Star Wars 3, c'est terminé, c'est tout ce que j'avais écrit. Là, ce que vous venez de voir, c'est la conclusion. C'était Star Wars, l'histoire de Dark Vador. Ça commence quand il a 10 ans, et ça finit quand il meurt. Donc voilà, hein, les amis, Star Wars au cinéma, c'est terminé, jusqu'à un tremblement de terre qui va, vous le savez, complètement secouer Hollywood. Today, I am proud to announce the Walt Disney Company is acquiring Lucasfilm. Donc Disney rachète Lucasfilm et demande, évidemment, faut rentabiliser, immédiatement la mise en place d'une nouvelle trilogie. George Lucas, contre mauvaise fortune mon cœur, de toute façon il pourra pas l'empêcher, il tente de garder un petit contrôle artistique. Et donc, une fois que le rachat est fait, il se met à développer des traitements pour qu'au moins Star Wars 7, 8, 9 ressemble à ce qu'il voulait faire, sachant qu'il a exigé de Disney que les traitements qu'il leur donnera soient suivis après son départ de Lucasfilm. Mais le souci, c'est que peut-être que Disney n'a pas vraiment tenu sa promesse, on sait pas.
Toujours est-il que dès le départ de Lucas, d'autres pistes sont largement explorées, et ça va se manifester de manière très explicite. George Lucas avait embauché des scénaristes pour continuer un petit peu sa vision, les scénaristes, ça dégage. On vire les scénaristes embauchés par Lucas et on laisse à J.J. Abrams, cinéaste choisi pour réaliser Star Wars 7, les pleins pouvoirs narratifs, lui permettant de bouleverser en profondeur l'ensemble du récit pour le résultat qu'on connaît tous, Star Wars 7. Il n'y a que quelques éléments du script de George Lucas qui seront conservés, notamment ce héros féminin qui cherche à devenir un Jedi, et qui, dans la version de Lucas, était bien plus jeune, je veux dire, elle était à peine adolescente. À part ça, je veux dire, Luke, Han Solo et Leia, qui n'avaient clairement que des rôles très mineurs dans l'idée de George Lucas, là, ils sont largement mis en avant par Disney. Là où même Luke, selon George Lucas, aurait été un peu traité un peu comme Yoda l'était dans la trilogie originale. C'était un simple maître Jedi isolé, un peu bourru, qui n'a d'incidence que sur Rey, mais pas du tout sur les événements galactiques. Tu le verrais pas prendre part à un combat. Quant à Han Solo et Leia, c'était des personnages qui n'étaient même pas vraiment censés revenir. On aurait pu avoir des mentions d'eux, on aurait peut-être pu avoir un caméo, mais c'est tout. Ce qui intéressait Lucas, c'était la nouvelle génération, c'est-à-dire que l'idée du fils de Han Solo et de Leia qui passe du côté obscur, ça vient de Lucas. Et c'est ça qui l'intéressait, c'est pas le retour de Harrison Ford. Parce qu'en fait, l'épisode 7 tout entier, dans le traitement de George Lucas, racontait comment le fils de Han Solo et Leia bascule du côté obscur, là où le Star Wars 7 qu'on connaît, c'est déjà le cas, et c'est Kylo Ren qui est déjà du côté obscur depuis des années. En fait, globalement, George Lucas comptait beaucoup moins s'accrocher à la trilogie originale. Il allait juste reprendre certains éléments comme il l'avait fait avec Star Wars 1, qui n'avait esthétiquement et thématiquement clairement rien à voir avec Star Wars 4, 5 et 6. Et ça, on le sait, c'est une idée qui a été largement sacrifiée par Abrams et Disney, qui ont plutôt choisi de rester dans les clous en fait, qui ont préféré titiller la nostalgie, qui ont préféré jouer sur le fanservice sans jamais trop savoir où aller. En témoigne le 9e épisode catastrophique et les contradictions d'un épisode à l'autre. À partir de là, et c'est presque en lien avec la vidéo que je vous ai faite sur Star Wars 1 récemment, on peut, à mon sens, que regretter que la vision de Lucas, en tout cas que Lucas n'ait pas pu tenter une fois de plus de nous prendre à contre-pied et de nous livrer une nouvelle trilogie qui aurait sans doute eu énormément de défauts les amis, mais qui aurait été sans doute aussi beaucoup moins aseptisée et beaucoup moins lisse que ce que Disney nous a donné. Parce que même en tant que producteur, même en tant que superviseur, même en tant que consultant, George Lucas, ça reste un auteur, et un auteur qui reste audacieux, un auteur qui tente, un auteur qui rate, parfois, mais ça c'est, je l'ai dit 1000 fois sur cette chaîne, je préférerais toujours voir un artiste tenter, quitte à avoir quelques ratés, plutôt qu'avoir une entreprise qui donne aux fans ce qu'ils veulent avoir, sans aucune plus-value et sans risque. Et c'est pour ça, les amis, qu'au fond, je regrette le Star Wars 7 de George Lucas.